Donc on va terminer avec l'abus de logiciels vulnérables, hein. C'est pour ça qu'il faut les mettre à jour. Les logiciels installés, vous le savez, sur le système cible peuvent présenter diverses possibilités d'escalade de privilèges. Comme pour les pilotes, les organisations et les utilisateurs peuvent ne pas les mettre à jour, aussi souvent qu'ils mettent à jour le système d'exploitation. Donc on peut utiliser WMIC pour répertorier les logiciels installés sur le système cible et leur version, et on va essayer de vider les informations, hein, pour savoir grosso modo quel est le logiciel installé. Ça peut prendre du temps. Donc on a la commande WMIC product get name version vendor, hein, on récupère le nom, la version et le vendeur. Donc rappelez-vous que WMIC product ne peut pas renvoyer tous les programmes installés, hein. Selon la façon dont certains programmes ont été installés, ils ne peuvent en effet ne pas être répertoriés ici. Donc ça vaut toujours la peine de vérifier les raccourcis de bureau, les services disponibles ou généralement toute trace indiquant l'existence de logiciels supplémentaires qui sont susceptibles d'être vulnérables. Donc c'est à vous d'analyser la surface d'attaque, hein. Une fois que vous avez rassemblé ces informations, vos meilleurs amis pour rechercher les exploits existants, ça sera ExploitDB, PacketStorm ou tout simplement Google en faisant du Google Dorking, hein. C'est quelques-uns parmi tant d'autres. Donc, utilisez WMIC, Google, trouver une vulnérabilité, hein. Le but, c'est de toujours maximiser les chances, hein, de trouver la faille et éventuellement un exploit public. Donc là, je veux me connecter à une machine. On a un Real VNC en 680 qui est vulnérable à une escalade de privilèges par DLL hijacking, un détournement. Donc le détournement de DLL, c'est trouver une application qui tente de charger une bibliothèque DLL et de l'inciter à charger une DLL malveillante au lieu de celle attendue. Ça va nous permettre tout simplement d'obtenir les privilèges du processus de l'application. Alors je vous mettrai les ressources, hein, pour mieux comprendre comment fonctionnent les DLL, mais on va revoir un petit peu les bases, hein. Vous avez le diagramme sous les yeux. Les DLL, c'est les Dynamic Link Libraries. Ça permet de définir du code qui peut être utilisé dans de nombreuses applications, hein. Dans leur forme la plus simple, les DLL sont des collections de fonctions qui peuvent être appelées à partir de n'importe quel exécutable qui est lié à la fameuse DLL, ou plusieurs. Les fonctions qu'une DLL met à disposition du monde sont connues sous le nom d'exportation. D'accord? Donc ça c'est important, et de cette façon toute application peut les utiliser. On parle d'export en anglais. Donc comme je vous disais, l'application qui a besoin d'une fonction va taper dans les DLL et on n'a pas besoin de réimplémenter tout ça. D'accord? Elle fait juste un appel vers la DLL. Donc là on a quoi? On a une app.exe. Je vous avais dit que les DLL c'est ni plus ni moins aussi que d'autres fichiers, mais qui ne portent pas l'extension .exe, mais qui vont venir se greffer. D'accord? Donc c'est aussi important que le binaire que tu lances, en fait, hein, puisque là, dans exemple.dll, on voit la DLL main, et là-dedans, on a la table d'export avec les différentes méthodes. On a 5 méthodes. Donc c'est là que ça devient intéressant, hein. La fonction DLL main, elle agit comme un point d'entrée, un entry point DLL, hein, qui est appelé à chaque fois qu'un processus ou un thread se fixe, hein, ou se détache de la DLL. On a ce principe de hooking, hein, et un hooking. Donc la fonction elle est utilisée pour effectuer l'initialisation lorsque la DLL est chargée et toutes les tâches de nettoyage lorsque la DLL est déchargée, hein, tout le temps ça fonctionne comme ça. Donc si on doit parler un peu plus en détail, une application, on a vu qu'elle est liée à une DLL et typiquement de deux manières selon le cas d'utilisation. Ça c'est les processus de chargement de la DLL. On a une liaison dynamique au moment du chargement et on a une liaison dynamique au moment de l'exécution. Alors, quelle est la différence? Dynamiquement liée au moment du chargement, ça veut dire que la DLL elle est chargée au démarrage de l'application. D'accord? Ceci est normalement utilisé lorsqu'une application va dépendre d'une DLL pour fonctionner. Si on prend le processus de chargement suivant, la DLL elle va être recherchée sur le système à l'aide de l'ordre de recherche de la DLL, hein. Vous pouvez aller voir sur internet. Ça cherche encore une fois à des endroits bien précis qu'on va pouvoir abuser. Si la DLL n'est pas disponible, l'application ne parvient pas à se lancer. Vous avez tous eu ce message d'erreur avec DLL non disponible. L'application ne peut pas se lancer.
avec un code d'erreur, et généralement une croix rouge, d'accord? La petite fenêtre qui pop, hein, généralement parce que t'as pas quoi? T'as pas les frameworks, t'as pas le dot, t'as pas le net 3.5, le 4.0, hein, toutes les librairies qui permettent de faire fonctionner, si c'est un jeu vidéo, toutes les librairies DirectX, généralement ça se passe. Il y a plusieurs endroits, mais dans System 32, il y en a pas mal. Et il y en a dans Windows aussi. Le processus va vérifier ensuite la table d'exportation de la DLL, hein, pour voir si elle implémente toutes les méthodes requises. Et si la méthode requise est manquante, le chargement de l'application échoue. Si toutes les méthodes requises sont disponibles, alors la fonction DLL main à partir de la DLL. Hein. Donc on a l'application qui appelle la fonction DLL main à partir de la DLL, et là, par contre, elle poursuit son exécution. Ensuite, on passe à la liaison dynamique au moment de l'exécution. La DLL, elle est liée au moment de l'exécution, ce qui est utile pour implémenter des fonctionnalités facultatives sur votre application qui dépendent de bibliothèques tierces, par exemple. D'accord? Alors, le processus, la DLL, elle est recherchée sur le système à l'aide de l'ordre de recherche de la DLL, comme précédemment. Si la DLL n'existe pas, l'application peut décider de poursuivre l'exécution sans planter. Si le fichier DLL existe, la fonction DLL main de la DLL est appelée et l'application poursuit son exécution normale, hein, comme la troisième phase de la liaison dynamique au moment du chargement, et troisième phase de la liaison dynamique au moment de l'exécution, étant donné qu'aucune vérification n'est effectuée par rapport à la table d'exportation de la DLL, l'application peut finir par essayer d'appeler des fonctions non implémentées sur la DLL. L'application peut décider comment gérer cela pour poursuivre l'exécution si nécessaire. Alors, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Grosso modo, indépendamment de la façon dont la DLL est liée lors du chargement d'une DLL, les événements suivants vont se produire. Première étape, par défaut, avant d'essayer de rechercher une DLL sur le système de fichiers, Windows vérifie si la DLL a été chargée par l'application. Auquel cas, elle ne se chargera plus. Windows va vérifier ensuite le nom de la DLL demandée par rapport à celle connue. On a une liste de DLL connues et Windows charge les DLL connues directement à partir des dossiers système. Ensuite, Windows utilisera l'ordre de recherche DLL standard pour trouver la DLL correcte à charger. L'ordre de recherche de DLL indique l'ordre dans lequel le système d'exploitation va vérifier les répertoires spécifiques à la recherche de la DLL requise, vous l'avez compris. Et c'est nécessaire car plusieurs copies d'une DLL sur le système peuvent exister. Donc on a la pré-recherche. Est-ce que la DLL est chargée en mémoire? Est-ce que c'est une DLL connue? Après, on a l'ordre de recherche standard. Donc d'abord dans l'arborescence de l'application, ensuite dans System 32, ensuite dans System, ensuite dans Windows, ensuite dans le répertoire courant, et après ça tape dans toutes les arborescences qui sont dans la variable d'environnement pass. Ok? Donc à partir de toutes les étapes de l'ordre de recherche de DLL, les attaquants sont principalement intéressés par celles marquées en rouge, c'est-à-dire celles qui sont dans le pass, parce qu'elles pourraient leur permettre d'insérer leur propre DLL sur les flux d'exécution d'autres applications. D'accord? Donc nous, on va exploiter RealVNC. Et je vous disais, elle permet en fait aux utilisateurs non privilégiés de réparer le logiciel si nécessaire en cas de panne. D'accord? Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'applications qui font cette erreur. Et c'est une porte dérobée. Ceci est généré par MSI-exec.exe, le processus en charge de l'installation des paquets MSI. Vous savez que c'est les paquets classiques sous Windows. Même si vous lancez setup.exe, très souvent setup.exe, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un appel vers le fichier MSI. Et il y a MSI-exec qui exécute et décompresse le fichier MSI pour que vous puissiez l'installer. Ça va non seulement créer les réglages, l'ajouter dans votre pass, ça va modifier les clés de registre en conséquence et ça va l'installer sur votre disque dur. Ok? Donc la réparation de RealVNC, malheureusement, MSI-exec va effectuer les opérations que vous avez sous les yeux. D'accord? Donc déjà, il se lance en système, donc celui qui a le plus de droits. Il va taper dans ton user le nom de ton utilisateur AppData Local Tag, d'accord? VNC Server Hold.
Et là, il fait un appel vers une DLL qui s'appelle ADSL DPC dans système 32. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il va copier certains fichiers dans le dossier temporaire de l'utilisateur. On le voit, AppData Local Temp. Donc ça fait une copie de l'exécutable VNC server qui renomme en hold. Et notez que voilà, un utilisateur non privilégié demande la réparation. Et il détient du coup un contrôle total sur le dossier temporaire. MSI exec va ensuite s'exécute ensuite, pardon, VNC server hold, d'accord, et il utilise les privilèges système, ça charge la DLL, et Windows va suivre l'ordre de recherche de DLL standard. Et il va trouver la DLL dans C2.Windows System 32 ADSL DPC. Donc, qu'est-ce que peut faire le hacker? On a un accès en écriture à notre dossier temporaire. On peut créer une DLL malveillante qui porte le même nom dans le répertoire de l'application. Selon l'ordre de recherche, le répertoire de l'application en priorité, nous, c'est quoi? C'est C2.Windows System 32. Et ben, la DLL sera chargée au lieu de celle d'origine. Donc, on détourne efficacement la DLL. C'est pour ça que l'attaque s'appelle une DLL hijacking. D'accord? Donc, du coup, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit que ce chargement, il peut se faire et ça va pousser notre charge utile, tout simplement. Ça va l'injecter dans la fonction DLMain afin qu'elle soit exécutée lorsque le processus la charge. D'accord? Donc encore une fois, on va se créer cette DLL personnalisée et noter que la DLL malveillante doit fournir les exportations disponibles dans la DLL d'origine. D'accord? Car on a affaire à une bibliothèque liée au temps de chargement. Par conséquent, le programme va vérifier la table d'exportation DLL avant d'exécuter la DLL main et on va pouvoir créer une DLL avec des exportations vides. D'accord? Ça fera probablement planter l'application après l'exécution de la charge utile. Donc pour éviter cela, il faut créer une DLL proxy qui va transférer tous les appels de fonctions exportés vers la DLL d'origine pour empêcher le crash et pour pas mettre la puce à l'oreille. Alors comment ça marche? Une DLL standard, je vous ai dit, on a la table d'exportation qui contient les pointeurs vers des fonctions contenues dans la même DLL. On a la table d'exportation des DLL proxy qui va avoir des redirecteurs pointant vers les fonctions sur une DLL différente. D'accord? Donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait un call. D'accord? On appelle par exemple la méthode 1, ça c'est le programme. Notre app exe, il va taper dans proxy.dll. D'accord? Les tables sont vides. Original méthode 1, 2, 3, 4, 5, ça sert à rien. Par contre, ça fait quoi? Ça forward l'appel. L'appel système, il est passé à la DLL originale. D'accord? Typiquement, c'est comme ça qu'on craque les jeux vidéo. D'accord? Quand tu télécharges la cerise et que tu contournes le système de protection, eh ben voilà, c'est ça. On peut utiliser une DLL proxy. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il nous faut? Techniquement, il nous faut 2 fichiers. Alors, on va utiliser un peu de C, implémentation C standard de la DLL, proxy.c. C'est une méthode implémentée qui utilisera la fonction DLMain, qui va également contenir notre charge utile. Alors, ensuite on a proxydef. C'est un fichier de définition à transmettre à l'éditeur de lien où on va spécifier tous les transferts d'exportation vers la DLL d'origine. Et la structure du fichier va contenir une ligne pour chaque exportation où nous indiquerons le nom de l'exportation suivi de la DLL et du nom de la méthode, où les appels seront transférés, suivi d'un ordinal qui spécifie dans quelle position de la table d'exportation la méthode sera. D'accord? C'est comme ça qu'on fait des correspondances en fait. D'accord? Ça nous permet de lier dynamiquement. Donc encore une fois, on va travailler avec WinAPI, c'est l'interface de programmation, on va définir notre DLL main, c'est un booléen, et on a notre point d'entrée facultatif dans la bibliothèque de lien dynamique DLL. D'accord? Comme je vous ai dit, le système démarre, termine un processus ou un thread. En fait, il doit appeler la fonction de point d'entrée pour chaque DLL qui est chargé, à l'aide du premier thread
du processeur. Donc le système appelle également la fonction point d'entrée d'une DLL lorsqu'elle est chargée ou déchargée. Hein, comme je vous disais, et on a deux fonctions majeures. On a le load library et on a le free library. Voilà, encore une fois, en termes de DevOps, il y a des limites importantes hein, à ce que vous pouvez faire en toute sécurité dans un point d'entrée DLL. Il y a des bonnes pratiques. Hein. Il faut connaître les API Windows et ça permet de savoir comment appeler en toute sécurité dans DLL main. Vous avez bien compris que nous, quand on fait de l'offensif, justement, on ne suit pas les meilleures pratiques, les bonnes pratiques. On va faire tout le contraire de ce qui est conseillé. Hein. Donc si vous avez besoin de quelque chose d'autre que l'initialisation la plus simple, vous pouvez aussi faire une fonction d'initialisation pour la DLL. D'accord? Vous pouvez demander aux applications d'appeler la fonction d'initialisation après l'exécution de la DLL main avant d'appeler d'autres fonctions dans la DLL. Donc ça, c'est les règles de sécurité de base. Donc on voit HM module, hein, on a le inst DLL, c'est un handle pour le module DLL, la valeur et l'adresse de base de la DLL. On a instance aussi d'une DLL et c'est le même que le HM module de la DLL. De sorte que notre HINST DLL, il va être utilisé tout simplement pour faire les appels à des fonctions qui nécessitent un handle de module. Donc c'est notre forward reason, ok? FDW reason. Donc si FDW reason et le DLS underscore process attache, on a le LP reserved qui est sur nul, ok? Pour les charges dynamiques et non nul pour les charges statiques. Donc du coup, le FD reason avec notre DLL process attache, il va être nul aussi également si free library est appelé et s'il y a le chargement de la DLL qui a échoué et non nul si le processus se termine. D'accord? Ça nous permet de gérer en fait le fonctionnement, la logique. Vous voyez qu'on fait notre appel hein, avec le FDW reason. Il faut qu'il soit égal au DLL process attach. Et après, on fait un appel système et on lui demande un who am I. Et on redirige tout vers output.txt. Return true, on sort. D'accord? Assez simple. Ensuite, je vous disais, on a notre proxy def avec nos définitions. On va faire des exports. Chaque méthode va être exportée. Il y a 5 méthodes, tu exportes 5 méthodes. Il y a une méthode, tu exportes une méthode. Hein, tout va dépendre, comme je te disais, des quoi? Des méthodes, du nombre de méthodes qui sont présentes dans la table d'export de la DLL initiale. D'accord? Il faut que ça corresponde, sinon ça va pas marcher. Donc, avant de compiler le DLL, hein, il faut qu'on fasse une liste d'exports. Hein, sinon, comment je peux savoir combien il y a de quoi d'exports à faire, combien il y a de méthodes encapsulées dans la table. D'accord? Donc ça, c'est le premier truc qu'on va faire sur la machine. On va se connecter à la machine avec un petit serveur SMB. Hein, on va profiter du share pour exfiltrer les données. On peut utiliser d'autres moyens, hein, mais SMB serveur va faire le taf. On va ouvrir nos ports, on va monter un serveur SMB et ça va nous permettre de travailler via le réseau et pouvoir exfiltrer la DLL et travailler dessus. On va se créer un répertoire share hein, pour pouvoir le monter. Vous l'appelez comme vous voulez, c'est pas important. Ok, donc là on l'a. Ensuite, share et on passe ça en public. Chat passe. Qu'est-ce que je... Ah oui, j'ai oublié de mettre la chaîne. Excusez. Chaîne denied. On va se faire un petit sudo, ça marchera mieux. Ok. Donc là, le SMB est lancé. Donc on va se lancer le là. On va se connecter. S'il arrive à voir, il a poussé le bazar en théorie. Connect. Share. Ok, on a la DLL, on est bon.
On va travailler sur un payload qui a été modifié à l'origine, hein, c'est du Cobalt Strike, qui extrait le nom des exportations requises sur l'original à ADSL et C. On va créer un fichier def avec les transferts, hein, les transferts nécessaires. Alors, il faut qu'on fasse notre def, on va se faire un sudo nano export .py. Donc on importe portable executable file, hein, l'API, args parse. Pourquoi? Parce qu'on va créer un parseur, on l'initialise, hein, on va récupérer tous les arguments que nous donne l'utilisateur, hein, target, original pass. Donc ça c'est la gestion des args. Ensuite on passe tout à parseur, parse args, d'accord. Tout ça, ça nous permet de gérer les inputs, hein. La DLL, il nous faut le PE avec la cible, hein, et on va travailler grâce à PE file qu'on a chargé. On fait un print, hein, on veut exporter, et qu'est-ce qu'on veut exporter? Vous avez compris, on va faire un print, on va exporter name decode, l'original pass, on veut quoi? Copier ce qu'il y a dans la table et exporter, rerouter tous les appels qui sont faits au niveau des points d'entrée, d'accord? Donc là, on voit, on travaille sur nos symboles. Et c'est ce qui va nous permettre justement de faire cette attaque DLL proxy. Hein, puisqu'on a vu qu'on a quoi? On a la table d'exportation qui contient tous les pointeurs vers les fonctions contenues de la DLL. On a la table d'exportation. Et on veut que tout soit rerouté de notre DLL malicieuse vers la DLL, originale. DLL. Notre programme, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on a un target, notre cible, hein, c'est nos args. On a vu quoi? On veut travailler sur la DLL, hein, vu que je veux faire l'export. L'original pass, là c'est tout simplement la variable qui définit quoi? Le chemin originel, hein. On a vu que ça se trouve dans Windows System 32, et là-dedans on a un DSL, DPC, DL. D'accord. C'est F. On a notre proxy def. On voit les exports. On a quoi? On a 175 exportations, je crois. En 76. Donc elles sont transmises par proxy. Maintenant, il faut créer la DLL proxy, puisque toute l'attaque se base là-dessus. Il faut qu'on compile notre fichier proxy-c et lui demander, grâce à l'éditeur de lien, d'utiliser proxydef pour les définitions d'exportation. On va utiliser MINCW, hein, W64 pour compiler la DLL, puisqu'on est sur une architecture 64 bits. On va vérifier qu'on a bien le paquet, sinon ça va merder. 86, architecture 64, parce que c'est un compilateur 64 bits. Ça, hein, qui va nous permettre d'implémenter, on va le compiler. Donc maintenant, on peut commencer à compiler. Alors, on va taper sur x86, w64, ming 32, gcc. Ok, ouais, c'est celui-là. Donc on lui dit architecture 64 bits, hein, en haut, en C. Hein, vous savez, on a des points SO, on a des points O, des points H, des points C. Donc c'est ça qu'on veut. On veut lui donner quoi? Ce qu'il y a à compiler, on veut quoi? Proxy.c, on lui cale l'argument wall, shared, et on est sur quoi? Sur une architecture, je crois qu'il y a un égal Intel, d'accord? Puisque je veux que ça fonctionne sur un processeur Intel. Donc la première commande compile, hein, à partir du proxy C, on lui met l'option C. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'il génère notre proxy.o, hein. Ça va être quoi? C'est notre fichier objet. Et ce fichier objet, maintenant on va l'exécuter via l'éditeur de lien.
et on va lui passer en argument quoi, notre proxy def, hein, avec toutes les exportations dont on a besoin pour faire notre attaque de DLL proxy. Donc on va se retrouver avec un proxy.dll qu'on va pouvoir exploiter grâce à RealVNC, hein, vu que cette version on peut la poutrer via ce type d'attaque. Et on va confirmer également qu'on a bien fait les exports au niveau de la DLL. Alors on repart. On travaille sur M64, toujours sur mon cher object. On veut quoi? Le def. Là je lui donne mon proxy.def, tu l'as compris. C'est ce qui va gérer les exportations. On prend quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un fichier objet. Ouais, j'en ai besoin. Et il me faut un output, d'accord? Et on va l'appeler simplement proxy.dll. Ok, donc là on vient d'injecter. Donc il me faut un target. Proxy 1. Ouais, on a notre proxy 1. 1.def. Onboard count. 76. D'accord? Donc on a le même nom d'export dans quoi? Dans la DLL originale, la DSL DPC, et on a les mêmes defs dans le proxy. Donc tu as compris qu'on est bon, hein, puisque pour que ça marche, il faut exactement le nombre d'exportations, d'accord? Donc là on est bien, on a modifié notre DLL, il va falloir maintenant, tu l'as compris, l'injecter, d'accord? On va copier le fichier proxy DLL sur la machine cible, et une fois la DLL transférée, on la déplace vers le dossier utilisé par le processus de réparation qu'on a vu en préambule. On va modifier le nom du fichier DLL d'origine et c'est ce qui va nous permettre de faire notre détournement. Ok, notre DLL hijacking via une proxy DLL. Alors, plutôt que ça, on avec l'ensemble, on se fait sudo hello 8000. Bon. Et shell mat http on va taper sur mon serveur Python que je viens d'ouvrir et on va récupérer le proxy.dll et sauvegarder en proxy. Non, je dis des bêtises, je vais la renommer encore en ADSL. ADSL. On lui a donné le nom, hein. On fait plus DLL hijacking. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va réparer le programme. Hop. Alors, try. Repair. C'est fini, qu'est-ce qui s'est passé? Si ça s'est bien passé, on a un fichier output à la racine, c'est le cas. Donc le POC fonctionne. D'accord? Je lui ai demandé un who am I. Donc on peut militariser maintenant le bordel. Ah ouais. On vient de créer avec un output sur proxy.dll. ADSL DPC. Il nous faut quoi? Sudo ufw 444. Ok. Sudo
Netcat Listener, LNVP en mode écoute, récupérer le River Shell CMD, c'est petit sur la machine. Et au revoir. Poun, poun. J'ai mon flag. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Et vous les enfants, au lit! Bonne nuit, nounous. Que la nuit vous apporte à tous calme et tranquillité. En route! Bonne nuit les enfants. Allez sagement vous coucher. Et faites de beaux rêves!